Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Mauvaise nouvelle pour la paix dans le monde parce que c'est repris les hostilités entre Israël et le Hamas. En effet, alors qu'on apprend que dans quelques heures à peine, Vladimir Poutine et Donald Trump se parleront, on sait une chose, c'est une information qui a fuité auprès de Bloomberg et il y a un lien avec ce que je vais te dire sur Israël, c'est qu'une des conditions qui sera posée par Vladimir Poutine pour accepter l'idée d'un cessez-le-feu temporaire d'une trentaine de jours, c'est qu'on suspende toutes les livraisons d'armes à l'Ukraine pendant ce cessez-le-feu. Alors que, comme tu le disais, les hostilités ont repris avec l'Israël qui était à la manœuvre cette nuit pour attaquer le Hamas. C'était des attaques aériennes qui ont fait pour l'instant quelques centaines de morts. On visait c'est ça, c'est pas mineur, là. C'est pas une attaque contre un individu, c'est des attaques de guerre en règle, là. Sinon qu'il y a des généraux du Hamas qui étaient visés, certains seraient morts, on verra si ce sera confirmé au cours des prochaines heures, mais c'est la suite d'un processus qui a été amorcé il y a quand même plusieurs jours, parce que Israël avait d'abord suspendu toute l'aide humanitaire à Gaza il y a à peu près 15 jours, et on peut imaginer les impacts pour cette population qui ne vit pas dans l'abondance. Même couper l'électricité, c'est ça, hein? Exactement, c'est une manière de faire la guerre. Alors on se dit, oui, l'électricité, mais dans un contexte où tout a été détruit, il reste que c'est essentiel, ne serait-ce que pour penser reconstruire quelque chose, ça prend de l'électricité. Ouais, ça avait été coupé. Et c'est une opération, j'allais dire militaire, qui a été planifiée au cours des derniers jours avec l'aval des Américains. Ah oui? Les Américains ont donné leur feu vert à cette opération militaire et le lien avec ce qui a été annoncé ou ce qui a fuité à Bloomberg aujourd'hui pour les conditions russes dans un éventuel cessez-le-feu en Ukraine, c'est que les Américains, on n'en a pas beaucoup parlé. On verra comment ils vont se comporter face à cette demande de Vladimir Poutine. Mais les Américains ont livré à Israël depuis l'arrivée de M. Trump au pouvoir le 20 janvier dernier pour 12 milliards de dollars d'armement, dont 4 milliards en court-circuitant l'autorité du Congrès, qui en matière de dépenses doit toujours donner le feu vert. On a trouvé un moyen donc de passer à côté de l'autorité du Congrès. C'est entre autres ces fameuses bombes de 2000 livres, plus ou moins une tonne, qui avaient été interdites et suspendues par la précédente administration, qui permettent des opérations où on bombarde en profondeur. C'est comme ça d'ailleurs, je pense qu'au Liban, on avait réussi à obtenir la tête du Hezbollah, du patron du Hezbollah. Donc, des armes extrêmement redoutables. Et pour les Américains, clairement, le fait qu'il y ait un cessez-le-feu, le fait qu'on négocie, entre autres pour la libération des otages détenus par le Hamas, otages israéliens, tout ça n'avait pas empêché les Américains d'augmenter la cadence. Alors, si on a couper les vivres à l'Ukraine, on l'a certainement pas fait en Israël et ça s'inscrit dans un contexte politique extraordinairement lourd. Comme par hasard, aujourd'hui, Benjamin Netanyahou devait comparaître pour 3 affaires de corruption. On présume que dans les heures suivant une pareille opération militaire, ça n'aura pas lieu. On sait que ça n'aura pas lieu. Et après qu'il eut limogé le patron du Shin Bet, c'est les services de renseignement intérieur, montré du doigt beaucoup depuis le 7 octobre 2023 pour leur faillite, pour leur incapacité à annoncer avec un peu plus d'avance ce qui allait se passer, cette attaque. Et c'est une vraie crise constitutionnelle, d'abord parce qu'il n'y a pas de précédent où le premier ministre a la tête d'un personnage aussi conséquent que celui qui s'occupe du renseignement intérieur. Et là, aujourd'hui, évidemment, on va faire l'impasse sur cette crise constitutionnelle qui fait réagir beaucoup de monde en Israël parce que on a repris les hostilités, qu'on est dans une opération militaire qui va tout écraser sur son passage. Et j'ajoute à ça l'extraordinaire hypocrisie des Européens qui, hier, à Bruxelles, ont permis à la Syrie, au régime qui est en place en Syrie, de récolter près de 6 milliards d'aides. Régime donc qui est aussi montré du doigt parce que la semaine dernière, vous en avez peut-être parlé à l'émission, mais il y a 1700 Syriens qui ont été massacrés par des sicaires du régime, disons-le. On parle d'Alaouites. Des chrétiens et des Alaouites, c'est ça, là. Donc, sur une base vraiment religieuse, hein.
Tout à fait. Et c'est un gouvernement qui est promis non confessionnel, un gouvernement ouvert depuis qu'ils sont au pouvoir. C'est le retour au pouvoir de HTS ou HTC, qui est le nouveau nom donné à ce qu'était Al-Qaïda en d'autres temps. C'est surtout celui qui avait pour nom de guerre Monsieur Al-Jalouni, qui est aux manœuvres et qui a du sang sur les mains, dont la tête était mise à prix. Et hier, les Européens, alors d'un côté, on condamne le Hamas, organisation terroriste. Israël règle leur compte aux gens du Hamas, c'est leur conflit, mais partout, évidemment, sont montrés du doigt les gens du Hamas pour leurs actions terroristes ou jugés comme tels. Et à côté de ça, pays voisins, nouveau régime depuis 3 mois, avec à sa tête quelqu'un, encore une fois, je le répète, mais ça compte, dont la tête était mise à prix, régime qui a fait ou a permis de laisser faire un massacre la semaine dernière, et pourtant, zéro souci. Son ministre des Affaires étrangères, avec la barbe fraîchement taillée, était dans la capitale européenne, Bruxelles, pour dire que tout allait bien dans le meilleur des mondes et récolter près de 6 milliards d'aides avec une normalisation accélérée des relations entre ce régime et l'Europe, et par extension peut-être aussi à terme les États-Unis, mais très certainement l'Europe. C'est des messages violemment contradictoires. On cherche à comprendre comment on peut, d'un côté, sanctionner le Hamas, le montrer du doigt, je reviens là-dessus, les désigner comme organisation terroriste et accepter que ceux qui sont en ce moment au pouvoir à Damas ne soient, eux, pas responsables de quoi que ce soit et que tous les espoirs... Alors qu'ils sont de la même école. C'est peut-être pas exactement la même école, mais on est dans un régime apparemment islamiste, en tout cas qui hier l'était, et contre lequel on est systématiquement mis en garde. Mais là, soudainement, il y aurait plus de péril en la demeure. Qu'est-ce que tu retiens de la visite de M. Carney en Europe? Il a été bien accueilli. J'aime la manière circonspecte avec laquelle tu dis les choses. Mais oui, il était bien accueilli. Moi, j'avais l'impression que si Macron pouvait voter aux prochaines élections canadiennes, il voterait Carney, ça serait Macron for Carney. Accueil à bras ouverts, déjeuner de travail, très sympathique. On a clairement voulu montrer que c'était le gars de la situation, tant à Londres qu'à Paris. Les alliés du Canada qui ont rappelé justement que ce qu'on voulait en ce moment dans le monde, c'est des alliés fiables, contrairement à ce que serait probablement M. Trump et l'administration américaine présente. Opération de charme, mais aussi essentiellement une opération politique, je pense, pour M. Carney, qui est sorti avec rien de concret entre les mains, sinon le message qu'il a répété hier soir à Londres, parce qu'aucun de ses interlocuteurs n'a voulu publiquement répondre aux questions pour ne pas être pris dans cette histoire de souveraineté canadienne, parce qu'évidemment, tous les journalistes, européens comme canadiens, auraient voulu savoir ce que le président Macron ou le premier ministre anglais pensent de cette idée du 51e État américain. Donc, il n'y a pas eu de questions-réponses avec les interlocuteurs même sur une européens. question aussi évidente, mais c'est fou, même sur une question aussi évidente. Tu sais, le Canada est un pays souverain. On veut pas déplaire à Trump. Exactement. Les Anglais, très particulièrement, dans un contexte de négociation pour une entente de libre-échange. Donc, on marche sur des œufs. Évidemment, on a une fois encore mis à profit le bon roi Charles. Des fois, on se demande à quoi ça sert un roi. Symboliquement, ça sert à faire des petits coups. Quand est sorti du bureau ovale, M. Zelensky, un peu penaud après son altercation avec Vance et Trump, on a fait en sorte que quelques jours plus tard, il rencontre le roi Charles. On disait, ça y est, c'est la preuve qu'on est vraiment avec lui. On a déployé le même artifice pour Mark Carney hier, comme on a ouvert la voie à Donald Trump quand le premier ministre britannique s'est présenté à Washington. C'était avec une lettre signée du roi l'invitant pour une deuxième visite d'État. Ce qui m'intéresse dans ça, parce qu'au-delà du caractère politique de cette démarche, des images qui vont servir pour M. Carney pendant la campagne électorale, c'est ce qu'ils ont peut-être vraiment discuté, particulièrement avec les Français, parce que une des premières ripostes du nouveau premier ministre canadien à l'endroit de Donald Trump, ça a été de dire on va examiner à nouveau la commande des F-35. Chez Lockheed Martin aux États-Unis. Exactement. Qui coûte entre, selon, 85 et 110 millions de dollars US pièce, sinon davantage. C'est beaucoup de bacon. Et c'est vrai que si tu veux faire souffrir ton partenaire ou ton ex-partenaire, c'est de dire j'achèterai plus tes bébelles. Je pense que les 16 premiers avions, on pourra pas renoncer à la commande parce que ça me semble très engagé. Et la France a une alternative.
le Rafale et aussi des sous-marins, les fameux Barracuda que le gouvernement français aimerait bien vendre, que la présidence aimerait bien vendre au Canada. On a une très sérieuse commande pour 6 à 12 de ces sous-marins offensifs, une commande de 40 milliards de dollars et les Français font sans doute valoir qu'ils ont une proposition compétitive. Sur la question des Rafales, est-ce que le Canada pourrait dire dans un coup de gueule, on va se rallier à la technologie française? J'y crois pas vraiment, mais il faut voir aussi qu'à l'achat un Rafale, c'est plus ou moins 100 millions de dollars. Là où il y a une différence, alors ça compte, c'est le coût d'usage à l'heure. Je me suis intéressé à ces petits détails pour tous les contribuables qui nous écoutent. C'est si on fait des choix différents. Alors là, c'est compétitif parce qu'un F-35, c'est plus ou moins 42 000 $ US de l'heure quand on l'utilise, alors que le Rafale, ça serait 20 000 euros de l'heure. Donc, il y aurait un avantage sur la durée parce que plus on l'utilise, moins ça nous coûte très cher. Mais je pense pas qu'on soit rendu là. Non, mais en fait, cette question-là, on l'a abordée ici à l'émission, c'est que Lockheed Martin se garde les codes. Donc, pourrait désactiver à distance les systèmes de fonctionnement, les systèmes d'armement, pourrait tout désactiver dans l'avion. Donc, si tu achètes cet avion-là, faut que tu sois... pas combattre les Américains. Ben non, c'est ça. Tu peux pas combattre les Américains. Il faut que tu sois sûr que ce pays est un allié sûr et fiable pour très longtemps. Et est-ce qu'on est encore sûr de ça avec les États-Unis? C'est là que le point d'interrogation émerge. Là. Et la question se pose pour tous les Européens aussi qui se sont engagés à acheter des F-35. Mais dans le Portugal qui se repose la question aussi, là. Le Portugal, qui, lui, va changer, c'est F-16 pour autre chose. Et là, très sincèrement, je pense que le Portugal pourra davantage être tenté par une solution européenne pour des raisons industrielles, des raisons de sécurité aussi, de fiabilité. Mais la question derrière ce que tu dis, c'est est-ce qu'on peut vraiment penser que les états-majors du monde qui ont acheté de l'armement américain puissent aujourd'hui plaider qu'ils sont surpris que c'est dans tous les cas des systèmes à double clé. C'est pas juste les avions, c'est aussi, je fais le pari, ton gros tank Abraham, là, s'il décide qu'il part pas, je suis certain qu'il y a un moyen de transport. Les drones, essentiellement, t'as évidemment raison. Les missiles, les systèmes de missiles, double clé. Et le voyage de M. Carney qui se termine symboliquement, là aussi, ça compte, avec une séance de plantage de drapeaux canadiens dans l'Arctique. Oui, alors, soit. Mais alors que les Américains s'apprêtent à lancer un contrat de construction de 40 brise-glaces, justement pour affirmer leur souveraineté, fondée ou non dans l'Arctique, et que le Canada a de la misère à être présent et à affirmer notre souveraineté. Je dis, avant de planter des drapeaux, monsieur le futur premier ministre ou monsieur le premier ministre, quel qu'il soit, est-ce qu'on aura un jour les moyens concrets d'agir et de dire, oui, c'est vrai, on contrôle la région parce qu'on est militairement présent et conséquent. Pour l'instant, c'est pas vu. C'est pas gagné. Merci Stéphane. À demain.